d'être là avec vous pour que ce soit un peu plus dynamique. On va continuer avec ce petit exercice de lever la main et de vous faire voter en ligne. On sait que c'est après le déjeuner, que ça peut être le moment où vous avez envie de dormir. J'espère que vous n'avez pas envie de dormir. En tout cas, j'espère que vous allez rester avec nous pour cette super table ronde. Et donc, pour la lancer, est-ce qu'on peut avoir à l'écran ? Voilà. On a décidé de commencer par un petit pied dans le plat, par une petite mise en situation, et donc qui est la suivante, et puis je vous demanderai de réagir. Donc vous travaillez dans le service, au sein du département service client, et vous coordonnez un projet de mise à jour de questions type FAQ utilisé par les équipes qui répondent à un chat en ligne suite à la sortie d'une nouvelle fonctionnalité. Vous la lisez avec moi. Le projet implique 5 personnes qui chargeront chacune de mettre à jour la FAQ selon les directives de fonctionnalité dans leur langue locale. Bon, le projet il a l'air assez simple et ça a l'air assez clair pour tout le monde. Et en même temps, vous dites, pour bien démarrer le projet avec énergie, pour impliquer chaque partie prenante et vous assurer que tout le monde connaît les bases, les documents, les canaux, etc., il faut une réunion, il faut quelque chose. Comment vous faites ? Et donc, on a 3 options et on va vous demander de voter. La première, en synchrone, vous prévoyez une réunion de lancement avec tout le monde. La deuxième, en asynchrone, vous créez une boucle de mail, chat, et vous indiquez tous les éléments nécessaires pour que chacun puisse s'y référer. Ou les deux, vous faites les deux pour vous assurer que les projets est parfaitement lancé et qu'il n'y a aucune zone d'ombre pour tout le monde. Alors, dans la salle, pareil que Claudio juste à l'instant, je peux avoir vos 1, 2 ou 3, c'est parti. J'ai beaucoup de 3, pareil, voilà, c'est beaucoup de 3. On fait les deux dans la salle. En ligne, on fait les deux aussi, voilà, parfait. Voilà, ça montre qu'il n'y a pas forcément une réponse chez Nouma. Nous, on n'aurait pas fait les deux, ça c'est sûr. Je l'ai dit, on a une culture de travail très forte sur la synchrone et une grosse culture de l'écrit. C'est quelque chose dont on va parler avec toi, Paul. Je pense qu'on est assez proche en termes de culture de travail. Et ce qui est sûr, c'est que chez Nouma, c'est impossible d'aller à une réunion sans avoir lu les documents, commenté ou arbitré en amont. On est très très strict là-dessus. Et donc, on aurait plutôt fait une vidéo Loom où on se serait enregistré, et ensuite avec un petit questionnaire pour que chacun puisse poser ses questions. Et si vraiment il y avait des questions complexes et si vraiment on s'est rendu compte que le projet n'est pas clair, on aurait fait quelque chose en synchrone. On va plutôt, par défaut, essayer d'éviter la réunion et trouver d'autres moyens pour la contourner, pour que le temps de chacun soit utilisé de la meilleure manière possible. Voilà cette petite introduction qui nous permet de comprendre que finalement, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, la collaboration et les modes de collaboration qui sont vraiment le socle même de votre culture d'entreprise, c'est pas quelque chose de simple et c'est pas quelque chose, on en a beaucoup parlé tous les deux, où il n'y a pas un guidebook, une méthode forcément à suivre, et c'est intéressant d'avoir vos 2 points de vue. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots déjà pour commencer, ce serait plus sympa ? Oui, donc je suis Ornella Mselem, je suis la DRH de Dailymotion et je les ai rejoints il y a 1 an. Super. Auparavant, j'ai travaillé dans divers univers et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Génial, merci beaucoup. On va partager le micro. Et donc Paul Sauveplan, moi je suis secrétaire général et DRH d'Alan. J'ai rejoint la société 8 ans à la création, j'étais le salarié numéro 3 et j'ai monté les différentes fonctions internes, la finance, le RH, le légal. Et auparavant, j'étais dans un univers très différent puisque moi je viens de la fonction publique. J'ai commencé comme superviseur financier, j'ai travaillé à l'Inspection générale des finances, qui est un peu le cabinet de conseil en strat pour le Premier ministre, avant de rejoindre l'aventure entrepreneuriale d'Alan. Super, eh ben, merci beaucoup à tous les deux. On va commencer par une première question finalement assez simple. Quand on parle de culture de travail, de mode de collaboration, quelle est votre singularité finalement à tous les deux au sein de votre entreprise ? On va peut-être commencer par toi, Ornella. Sur ce sujet, qu'est-ce que ça veut dire la culture de travail ? Qu'est-ce qui est vraiment spécifique en termes de mode de collaboration chez Dailymotion ? Ce qui est en effet, à mon sens, complètement lié à un contexte de transformation qu'est la société Dailymotion, que certains connaissent et d'autres non. Généralement, c'est les anciens qui connaissent Dailymotion. On existe encore, donc tant mieux. Mais c'est que c'est une société qui est en constante transformation et qui se réinvente. Donc à travers le fait de se réinventer, ça veut dire aussi en interne accompagner le changement, et notamment chez nous ça passe parce qu'on a appelé une flexibilité granulaire. Alors pas par un sens dont on n'a pas voulu l'appeler liberté, parce qu'on estime qu'on apporte un cadre de base qu'on appellera un socle commun, une core offer sur tous les process RH, mais on part du principe que pour que ça fonctionne chez nous et que la transformation s'accompagne correctement, on est obligé d'apporter
de la liberté, cette fois-ci, en plus du socle, à chaque expertise, à chaque métier, à chaque département, à chaque manager, pour qu'ils puissent retravailler certains grands principes et certains process RH. Alors, comment on peut le factualiser ou éventuellement l'illustrer ? Je vais prendre 2 exemples, plus spécifiquement. Un qui, à mon avis, est dans la trend et que chaque responsable RH se questionne toujours sur les modes de collaboration entre travail à domicile et travail au bureau. Je pense que c'est encore un sujet et ça le sera encore pour quelques années, de savoir quel est le modèle qui va être le plus en phase avec un modèle d'entreprise, un modèle économique. Pour nous, eh bien évidemment, cette flexibilité granulaire s'est exprimée dans le sens où on a choisi le mode hybride, mais on a choisi un mode hybride qui est réfléchi par les managers à la marge, c'est-à-dire qu'ils vont gérer finalement le nombre de jours de présence au bureau, ils vont gérer les jours qu'ils choisissent au bureau. Et là, l'objectif, il est évidemment de s'assurer que dans l'expertise de chaque service, ils vont réussir à adapter un process RH qui fonctionne. Les exemples concrets, c'est qu'on a vu qu'on n'arrivait pas à avoir un modèle commun entre nos équipes tech et nos équipes sales. Nos équipes tech, il y a des temps de focus qui sont beaucoup plus importants. Il y a des temps, évidemment, de collaboration en personne, mais sur ces temps de focus, ils ne se retrouvaient pas évidemment dans les rythmes qu'on a pu donner. Donc on leur a laissé finalement la possibilité de garder cette alternance entre le travail à domicile et le travail au bureau, mais d'avoir cette flexibilité-là qu'on estimait importante. A contrario, les sales se sont rendus compte que trop de travail à domicile était nocif pour l'émulation qu'on essaie de créer dans une dynamique commerciale où on sait que, en tout cas chez nous, ça s'exprime de cette manière-là. Quand ils sont ensemble, il y a une sorte de compétitivité positive du fait d'être ensemble et on a tout simplement, en prenant les stats, vu que quand ils étaient en présentiel, les deals se signaient mieux et plus vite. Donc, à partir de ce moment-là, dans un souci évidemment d'efficience, on a adapté et on a apporté de la flexibilité. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 1 an qu'on l'a complètement. On a décidé d'ouvrir les voiles, dire bon, on change l'approche et on décide finalement d'avoir une approche qui va être différente. Ensuite, on a aussi eu un constat un peu plus aussi factuel sur la façon dont la performance review s'est déroulée. Où pareil, on a un socle commun, on a une graduation pour être capable d'identifier et de traquer la performance. Mais on s'est rendu compte que dans la façon dont c'était délivré en termes de feedback et la façon dont c'était construit, de la même manière, on avait des disparités et une différenciation qui était claire sur des préférences pour certains managers en fonction des expertises, parce que vous allez retrouver une certaine culture sur certains métiers, bien spécifiques encore. Et donc, on a en effet des départements qui nous ont demandé à coécrire les reviews et des départements qui nous ont demandé à ce que ça soit plus top-down. De la même manière, on a apporté cette flexibilité-là. Donc, certains le verront comme quelque chose de désorganisé. Pour nous, on a vu ça comme une exception généralisée. Voilà. Super intéressant, merci beaucoup pour ces exemples concrets sur la flexibilité granulaire. Paul, de ton côté, ça se matérialise par quoi, la singularité chez Alan ? Peut-être, alors tu as déjà vendu la mèche tout à l'heure dans l'introduction. Je pense 2 choses. La première chose, elle est sur la radicalité des quelques principes qu'on s'est fixés et comment on se force, même à mesure que la société grandit, aujourd'hui on est 550, à garder le curseur poussé au maximum parce qu'il n'y a pas de demi-feedback, il n'y a pas de demi-responsabilité, il n'y a pas de demi-transparence. Ça n'existe pas. Et donc on prend volontairement des thématiques sur lesquelles on souhaite être fort et avoir des marqueurs qu'on essaie de pousser en permanence de manière assez radicale. Et donc ça plaît ou ça plaît pas, mais ça aussi nous permet ensuite de filtrer qui a envie de venir travailler chez nous et pour être très performant à l'extérieur. Et ensuite, le deuxième point et la clé, un peu pour moi, la pierre d'angle de la culture chez Alan, c'est la volonté d'avoir construit un système qui s'appuie sur ce qu'on appelle chez nous la responsabilité distribuée, c'est-à-dire comment est-ce que je peux mettre chacun et chacune, quel que soit son niveau, et donc en face la complexité des projets que la personne va avoir à gérer, dans une position de décideur. C'est-à-dire dans une position vraiment de mini-entrepreneur ou d'être capacité à trancher, même si le manager ou le boss ou le CEO n'est pas d'accord. Et ça nous a forcé à décliner plusieurs aspects, ça nous a forcé à passer à la synchrone. Donc effectivement, j'aurais plutôt voté 2, même si j'aurais probablement proposé un temps de café interpersonnel pour que les gens apprennent à se connaître avant, mais en tout cas sur le boulot, j'aurais plutôt voté 2. Donc un curseur très fort sur la synchrone pour que chacun gère son temps, son projet, et puisse vraiment avoir
Notre objectif, c'est qu'il y ait au moins la moitié de la journée, voire plus en fonction des rôles, qui soient vraiment dédiés à ce qu'on appelle des plages de focus longs, où les personnes puissent vraiment quasiment être connectées à rien, ni à leur mail, ni à leur Slack, et être capables de faire avancer leur projet. Une fois que vous avez mis ça en place, il y a un deuxième enjeu quand vous faites de la responsabilité distribuée, c'est qu'il y a besoin que chaque personne soit en mesure de décider comme si elles étaient elles-mêmes les CEO. Et donc là, ça rejoint ce qui était évoqué tout à l'heure, qui était le besoin par la transparence d'être au courant de quelles sont les difficultés de la boîte en ce moment, quelles sont les priorités, sur quoi on doit arbitrer quand on a une décision à prendre en ce moment, quelle est la priorité business de la boîte et donc comment l'arbitrage à mon échelle se prend. Et ça nous a forcé, pareil, à mettre en place dès le début un système de transparence qu'on appelle nous radical et qui passe énormément par l'écrit. Également, l'écrit a cette force-là, en plus de pouvoir être partagé, non seulement en asynchrone, mais partagé largement. Ce qui, ensuite, on pourra en discuter plus tout à l'heure, compound quand on parle de confiance, quand on parle de capacité à agir vite, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle générative sur laquelle on peut faire passer des modèles alors qu'on a 8 années de décisions écrites et de process. Mais tout ça, c'est du bonus. Le cœur chez nous, c'est la radicalité, la responsabilité distribuée et la transparence. Très clair. Tu veux dire un mot sur le no manager aussi? Je pense que c'est un truc intéressant chez vous. Qui est dans cette même idée. Je m'inscris un peu en faux contre la caricature du no manager parce qu'à la fin, j'ai quand même besoin d'une personne qui soit responsable de est-ce que l'équipe délivre, est-ce que les gens sont au bon endroit et comment on fait grandir les personnes. En revanche, dans cette idée de responsabilité distribuée, il y avait deux choses. Il y avait quelque chose d'assez tactique à la création de la société dès 2016 qui était de se dire on constate de plus en plus de personnes très performantes sur le marché du travail, notamment dans des rôles tech à l'époque, mais je pense que c'est assez généralisé en réalité, qui adorent avoir les mains dans le cambouis, qui sont des vrais faiseurs ou faiseuses, et qu'on a promu manager parce qu'ils étaient bons, et qui se reconnaissent pas forcément dans ce rôle-là. Et ça résonnait aussi, je pense, avec la personnalité de nos cofondateurs, avec certaines personnes de l'équipe initiale, en se disant mais comment je peux construire un cadre de travail dans lequel ces gens-là vont avoir l'impact qu'ils mériteraient d'avoir et comment ils vont être compris et comment je leur donne l'occasion finalement de ne pas leur sortir les mains du cambouis, qui n'est pas ce qu'ils souhaitent en fait. Donc il y a cette idée de responsabilité distribuée parce qu'ils peuvent faire des choses par eux-mêmes, mais il y a aussi cette idée de leur dire je vais te mettre des personnes en coaching, en pairing, tu vas faire grandir des personnes, mais tu vas pas avoir la responsabilité de faire le feedback difficile, de les accompagner, de regarder, de discuter plan de carrière, etc. Quand j'ai d'autres personnes qui, elles, adorent ça et ne veulent quasiment faire que ça. Et donc, plus que pas de manager, on a fait deux choses. On a essayé de réduire au maximum la pyramide. En gros, très concrètement, on a ce qu'on appelle nous, des units qui sont des gros départements et des communautés qui sont des communautés de métiers. C'est ça les deux échelons hiérarchiques chez Alan, globalement, tels qu'ils existent. Essentiellement tournés autour de est-ce que j'ai les bonnes personnes au bon endroit dans l'équipe. Et ensuite de ça, chaque personne, en revanche, a également ce qu'on appelle un coach. Et là, ce coach ou cette coach, pour le coup, c'est la personne qui va vous accompagner dans votre parcours chez Alan. Plutôt, on a des points hebdomadaires avec la personne ou bimensuels en fonction des personnes pour discuter de soi, des difficultés qu'on a pu rencontrer. Et donc, on va finalement séparer le manager référent technique du manager référent croissance personnelle, du manager responsable de la densité de talent dans l'équipe. Et c'est en éclatant ces rôles-là en fonction des appétences de chacun que je pense qu'on a réussi à construire un système qui nous convient et sur lequel d'ailleurs, après 8 ans, je suis assez content de la manière dont ça a pris parce qu'on voit des allers-retours. C'est-à-dire des gens qui étaient data lead, qui étaient ops lead et qui viennent des équipes, sont passés dans une position de leadership, sont retournés dans l'équipe, prendre des sujets plus complexes et sur lesquels, en termes de promotion, d'impact sur l'équipe, on continue à grandir en fait. Il n'y a eu aucune rétrogradation. On parlera un tout petit peu du développement de carrière en fin de table ronde. Et ça me fait une transition parfaite pour ma question suivante. Pourquoi, du coup, dans vos deux entreprises, la culture d'entreprise est si importante dans le développement, finalement? Peut-être tu peux continuer, Paul. Je garde le micro, c'est dangereux quand tu me laisses le micro dans les main, moi. C'est le challenge de cette conférence. Paul et Ornella sont très bavards, donc voilà, je leur ai dit que je faisais le bad cop. C'est vrai. Plusieurs points. D'abord, il y a une vraie question de quelle est la boussole qu'on veut donner. Moi, la manière dont j'écris toujours la culture d'entreprise, c'est quelle boussole je veux donner à mes salariés pour qu'ils sachent globalement comment je prends des décisions chez Alan, sur quoi on optimise, quels sont les comportements qu'on souhaite valoriser et quels sont ceux qu'on souhaite pas tolérer dans la boîte. Si je donne pas ce cadre-là, c'est hyper difficile de prendre une décision qui plus est dans une situation de d'ownership distribué comme on parlait tout à l'heure.
Donc ça, ce cadre-là, il est nécessaire. Ensuite, ça va percoler beaucoup sur quels sont les types de talents de personnes que j'attire. Qui sont les gens qui vont venir chez nous, être heureux, en tirer le meilleur et grandir dans cet environnement-là versus des gens qui, au contraire, ne vont pas du tout être heureux. Et ça me fait toujours beaucoup rire et je pense que c'est une très bonne chose de voir chez des licornes françaises, des boîtes hyper fortes également, comment on est capable de s'échanger des salariés parfois. Avec des gens qui marchent moyennement ou ne sont pas très heureux dans leur boîte, viennent chez nous, adorent, et des gens qui sont très malheureux chez nous, qui s'en vont et me disent « En fait, ça me va beaucoup mieux chez Docto. » Et ça, c'est en fait un bon signe que je pense qu'on a des boîtes avec des caractéristiques et des cultures qui sont bien posées. Et ensuite, il y a un troisième aspect, mais là, on commence déjà à rentrer dans ce que tu disais tout à l'heure, qui était l'efficacité opérationnelle. Dès lors qu'on a bien défini comment on est censé chacun collaborer, en fait, vous avez des méthodes qui déroulent, vous avez des process qui déroulent, donc vous avez une boîte qui et finalement laisse peu de place au hasard et où on sait ce que chacun doit faire, comment on est censé collaborer, comment on communique. Ça nous a vraiment permis, je pense, de poser ce cadre qu'est-ce qui nous permet d'aller vite dans un monde où on a dû grandir beaucoup et quand vous doublez de taille chaque année, il y a pas mal de challenges qui arrivent si vous ne donnez pas ces cadres-là, quoi. Super intéressant. Côté Dailymotion, Ornella, la culture d'entreprise, notamment dans le contexte que vous vivez, qui est pas tout à fait le même que celui de Paul finalement, contexte de changement et de transformation en ce moment. Pourquoi, selon toi, c'est vraiment clé et c'est un sujet cœur que tu travailles? Ok, je laisse. C'est toi qui passes. Alors, évidemment, dans ce contexte de transformation et de conduite du changement, cette fameuse flexibilité granulaire, notamment dont on a parlé tout à l'heure, elle prend tout son sens parce qu'on a besoin de faire preuve d'adaptabilité pour se métamorphoser. Sans ça, on aurait en effet énormément de mal. Alors, au-delà de l'attirer, ce qui reste important évidemment pour nous, ce qui va être crucial, c'est retenir et accompagner évidemment aussi vers la transformation de nos collaborateurs dans un contexte mouvant. On sait qu'on faisait d'une certaine manière hier, on va faire d'une autre manière demain. On ne peut pas se dire qu'on va renouveler nos 400 collaborateurs. Ce n'est pas une option. Donc dans la culture d'entreprise, si on n'apporte pas en effet ce niveau de détachement, de flexibilité sur ce qu'on fait pour aussi créer une sorte de culture où en fait l'entreprise devient un labo à ciel ouvert où on teste chaque jour finalement des élaborations un petit peu différentes de nos process et on va essayer de retenir le meilleur pour demain. Donc c'est vrai que dans un contexte de scale, ça ne pourrait pas fonctionner. Dans un contexte de transformation où les choses ne se font pas vite, mais où se font je dirais, doucement en tentant de rationaliser au mieux, c'est extrêmement important pour nous en effet de créer cette culture de changement progressif pour ne pas brusquer, mais pour déclencher du changement. Je ne sais pas si c'est clair, mais factuellement, c'est ça. Merci beaucoup. Et du coup, transition aussi toute naturelle, quand on parle de transformation des organisations ou de phase d'hypercroissance, j'imagine, et quand on travaillait ensemble, et quand on préparait cette table ronde, on est quand même revenu sur le rôle clé du leadership et à quel point, finalement, c'était décisif d'avoir un leadership qui incarnait cette culture d'entreprise et ces changements et ces nouveaux modes de collaboration. Ornella, est-ce que tu peux vous avez un mode de fonctionnement un peu particulier en plus chez Dailymotion, donc je trouve que c'est intéressant de se plonger dedans en quelques mots. Alors, en effet, chez Dailymotion, vous avez une exec team de 6 personnes qui vont globalement sur la plupart des process, alors pas sur tous les éléments du business, mais en tout cas sur la plupart des process financiers et des process RH, vont se consulter et co-construire. C'est-à-dire que par définition, généralement, vous allez avoir des travails en chambre qui se font côté RH ou côté finance pour essayer de créer un process ou le renouveler. Nous, on va un petit peu inverser le process, c'est-à-dire qu'on va, pour la plupart, vous avez déjà travaillé évidemment sur des cahiers des charges où vous allez de temps en temps évidemment faire appel à des opérationnels, mais nous, on va vraiment le co-créer ensemble, à la base. Le co-créer, derrière, c'est créer de l'adhésion assez rapidement dans l'exec team. Donc, on a un vrai fonctionnement one team. C'est-à-dire que là où on a besoin d'un pendant au fait de pouvoir apporter cette flexibilité dans la façon dont on va évidemment adapter nos process, on a besoin aussi à la base qu'il y ait quand même une adhésion sur le socle commun. Et pour qu'on ait une adhésion, en tout cas chez nous, on part du principe qu'on doit le co-construire. Donc, on travaille très régulièrement autour de workshops avec l'exec team, en moyenne 1 fois par mois, où on va traiter différents sujets qui peuvent être des process business ou des process RH, financiers, où on va tous, à notre échelle, contribuer pour pouvoir mieux l'incarner. Et d'autre part, derrière, quand on va entre guillemets, le redescendre, c'est-à-dire vous avez un nouveau process de NDR review à faire redescendre, vous avez
et c'est normal, moi la première, je l'ai fait, un réflexe qui est de dire, les RH vont faire redescendre le process. Ils vont évidemment briefer les managers, etc. Nous, on va essayer de faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'on va donner cette responsabilité à nos direct reports ou à nos managers business de présenter le fonctionnement du socle commun pour que l'incarnation, elle se fasse au-delà de la fonction support. On déteste ce mot, n'est-ce pas? Mais globalement, c'est un petit peu comme ça qu'on va essayer de faire redescendre nos fonctionnements. Rôle du leadership, c'est ça. Rôle du leadership dans les. Je raccroche le fil. Rôle du leadership. J'écoutais, je prends des notes en même temps, parce que Jordan est là. Donc... Rôle du leadership dans l'implantation des nouveaux modes de collaboration. L'exemplarité. C'est ça, je t'en avais parlé au moment de préparer la table ronde, et c'est vrai, et je vais décliner ce que j'entends par exemplarité, parce que je vois vraiment deux aspects de la pièce qui sont importants. Il y a à la fois le comportement de la personne et ce qu'elle dégage, et effectivement l'alignement entre ses actes et ce qu'on prétend pousser dans la boîte, mais aussi un rôle pour tout de partage des exemples et de mise en lumière de ces exemples-là. Et c'est ces deux angles-là qui me semblent vraiment importants. Et je me souviens que ce que je te disais, et je le ressens vraiment comme tel, à mesure que j'échange avec des RH à l'extérieur, moi, à chaque rendez-vous que je peux faire, je bénis le ciel d'avoir un CEO qui se comporte comme il dit qu'il faudrait se comporter. Parce que je me rends compte à quel point ça facilite mon travail. Je pense que 50% du travail est fait parce que j'ai des cofondateurs qui ne sont pas parfaits, mais pour le coup, qui se tiennent à la culture qu'ils ont mis en place et qui agissent comme tels, et qui poussent la boîte dans cette direction en permanence. Et ça, c'est extrêmement facilitant parce que ça envoie un signal qui est clair, en fait. On écrit ce qu'on dit et on essaie de se comporter comme on dit. Parfois, ça casse, parfois, c'est pas formidable, mais au global, ça correspond à ce qu'on souhaitait mettre en place. Et ça, ma conviction, c'est quand même que vous pouvez faire vivre un petit peu, vivoter une organisation parce que c'est fait à l'échelle locale, mais pas à l'échelle la plus haute, mais ça tient pas dans la durée. Parce qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte qu'il y a une arnaque, en fait. Qu'il y a quelque chose qui colle pas et qui se demande pourquoi s'infliger ces contraintes-là, ou alors qu'on commence déjà à faire un peu de cherry picking. On a une phrase qu'on utilise nous souvent, qui vient absolument pas de nous, je crois que c'est une chez Netflix, qui était le pire comportement qu'on tolère dans notre entreprise, ça devient de facto notre culture. Et il y a vraiment de ça. Et donc, ça nous force aussi, on parlait un peu de courage managérial tout à l'heure, on pourra en reparler, à devoir aussi parfois prendre des décisions qui sont fortes, alors qu'elles ne sont pas du tout évidentes pour le business. Et ça, en RH, on en vit quotidiennement. Quand on te doit d'apporter de la transparence sur les raisons pour lesquelles on s'est séparé de quelqu'un, ou est-ce qu'on va fermer tel projet, alors qu'on sait que même légalement, on est un peu border dans le fait d'en parler. Mais pour le coup, on prend ce risque-là, parce qu'on se dit, au fait, on doit cette transparence-là à l'équipe. Quand on se bat, ça nous est déjà arrivé, mais c'est des gestes qui sont très forts, d'être en retard sur une fonction chez nous, d'avoir une vraie pression actionnariale nous disant mais vous êtes nuls en fait dans cette dimension-là, recrutez, on ne trouve pas, on fait venir des gens de l'étranger, ça nous coûte très cher, ça met du temps à ramp up, la personne est forte techniquement et pourtant en fait au bout de 6 mois on décide d'arrêter parce que culturellement on est très désaligné avec ce qu'on souhaite porter en termes de transparence, d'absence de politique, etc. Ça, en termes de business, c'est une mauvaise décision. En revanche, en tout cas à court terme. En revanche, en termes de signal pour les 80 personnes qui étaient à l'équipe à l'époque, c'est encore un signal dont 6 ans après j'entends parler. Parce qu'on nous dit, mais vous voyez, en fait, ils ont été capables de prendre ces décisions-là. Donc là, cette partie de l'exemplarité, et malheureusement, c'est un truc qu'on ne contrôle pas vraiment, en fait. Donc à part évangéliser beaucoup, et rappeler qu'à notre échelle aussi, on se doit d'avoir cette exemplarité-là, il y a quelque chose à pousser. Ensuite, il y a le partage d'exemples, et je ferai plus bref. C'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup, honnêtement, grâce aussi à l'écrit, c'est de célébrer et de forcer surtout les collaborateurs entre eux à célébrer les comportements qu'ils ont pu voir, les attitudes qui résonnent avec nos comportements, avec ce qu'on pousse. Ou alors à flaguer, à leur donner les outils pour justement dire ça non, pour le coup, tu les vis et on n'y est pas. Et pour le coup, je pense que c'est ça à l'inverse qui fait que ça vit au quotidien. Et à l'inverse des awards, comment tu fais comment vous faites chez Alan pour gérer les anti-comportements? Pareil, en fait, la clé c'est de forcer à la discuter publiquement. Déjà, en fait, la plupart du temps, les anti-comportements, soit vous les voyez et vous les flaguez, soit ils vous reviennent aux oreilles et se disent « Ah, mais un tel, machin, ça va pas ». Bon, le premier réflexe, c'est « Est-ce que tu lui as dit ? Est-ce que tu veux que je t'aide à lui dire ?» Et comment on déclenche cette discussion-là ? Et comment on déclenche cette discussion-là à l'écrit, où on en tire une histoire. On est chez Alan notamment, parce que tout est documenté, chaque semaine, une lettre qui nous permet à chacun, maintenant qu'on est 550, de naviguer ce qui a été fait, quels sont les progrès, les challenges de la boîte,
parce qu'il y a maintenant trop d'informations pour que chacun digère tout et ça n'a aucun intérêt. Donc elle est accessible, on peut creuser en fonction de ce qui nous intéresse, mais elle est classée par priorité de façon à ce qu'on sache ce qui doit être absolument lu. Et dans cette lettre hebdomadaire qu'on fait circuler à tous les salariés, vous avez un tiers avec une petite vidéo qui est de la stratégie, un tiers qui sont les chiffres financiers et un tiers qui est toujours dédié à la culture, sur la première page, où on creuse un exemple, en général de quelque chose qu'on a pu voir la semaine dernière, en disant ça fait 2-3 fois qu'on voit ça nous va pas pour telle raison, voilà les exemples que vous pouvez creuser. Donc à tous les échelons, on essaie vraiment de pousser sur les exemples et mettre surtout en avant les points qui font mal parce que qui sont ceux sur lesquels on n'est pas forcément bon, quoi. Alors on parlait de tous les échelons justement. Comment on fait pour s'assurer que ces nouveaux modes de travail, nouveaux modes de collaboration, ils sont finalement ancrés dans le quotidien des collaborateurs? Peut-être Ornella, je te passe le micro. Alors ça revient à ce que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure dans ce concept de co-construction. Donc si évidemment la notion d'exemplarité elle est extrêmement présente chez nous, à partir du moment où en effet on se dit one team qui co-construit, on ne peut pas se dire que ça reste qu'au niveau exec, il faut que ça puisse redescendre dans les équipes, c'est-à-dire que la fameuse core offer, le socle, va être travaillé et co-construit, mais tout ce qui va être aussi quelque chose de spécifique par équipe va être co-construit aussi à ce niveau granulaire. Donc quand vous évidemment vous voulez qu'il y ait un certain niveau d'adhésion une nouvelle fois, si d'une part la création ne vient pas seulement de vous, mais de tout le monde. Globalement, normalement, vous mettez plus de chances de votre côté que ça soit évidemment adoubé, d'une part. Et d'autre part, vous créez une nouvelle fois une émulation autour d'un principe, d'un process qui va mieux embarquer, mieux concerner. Et vous allez pouvoir, évidemment, éduquer d'une manière différente vos managers ou les opérationnels sur des sujets où à la base ils n'étaient pas forcément extrêmement investis. Pour certains, pour d'autres, on en a aussi des très investis, et tant mieux. Mais globalement, pour pouvoir l'incarner, il faut être capable justement de le partager d'une certaine manière. Donc c'est comme ça aussi que culturellement ça fonctionne. D'autre part, on se nourrit beaucoup des résistances, puisqu'on accepte qu'elle fasse partie de justement la façon dont on construit les choses, de pouvoir créer des exceptions et des spécificités. Donc si on a une résistance, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Une résistance, c'est une opportunité de changement. Donc cette opportunité de changement, on l'utilise. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif de Labo permet justement de se rechallenger. Si on ferme les portes, ce que j'ai déjà fait, j'ai été la première à être évidemment parfois dans une posture de « non, on ne va pas faire ça, c'est pas possible ». Mais quand on rencontre trop de résistance et qu'on voit que l'adhésion ne se fait pas, je pense qu'en effet, il y a un vrai sujet, évidemment, d'ego de leader, d'exec, de manager, non mais moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dedans, j'ai cette expertise, donc forcément, j'ai raison. En fait, non. Surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est que comme moi, je les ai rejoints finalement il y a 1 an, on ne peut pas se permettre d'arriver aussi tout de suite, et même idéalement jamais, avec ses gros sabots et d'essayer de tout transformer s'il y a culturellement quelque chose d'impliqué. Il faut là aussi réussir à finalement se dire que, essayons, testons. Si on se crache, mais au moins on saura. On le sait que l'échec est plutôt une bonne chose. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de systématiquement négatif. Donc ces 2 parts-là sont vraiment je dirais, quotidien dans notre façon d'amener les choses et de justement essayer de multiplier l'adhésion à ce qu'on fait. Génial, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette notion de test et d'itération sur la culture et de ne pas partir des certitudes qu'on peut avoir par l'expérience et de se laisser aussi la liberté de tester de nouvelles choses. Et c'est pile dans le thème de Forward Brace for Impact de faire aussi des résistances une opportunité. Donc merci beaucoup. Toi, Paul, de ton côté, on a pas mal parlé d'ancrage. Comment tu fais pour ancrer en fait dans le quotidien ces modes de collaboration très spécifiques quand même chez Alan, on l'a compris. Je cherche toujours la personne qui me donnera une meilleure idée que celle que je vais vous donner, mais j'ai pour l'instant rien de mieux trouvé que la répétition. C'est répéter. Et une grosse partie de notre travail là-dedans, surtout sur une boîte qui recrute beaucoup. Et ça va aussi veut dire maintenir une cohérence très forte entre les différentes étapes de façon à ce que le message se martèle. Et quand je dis différentes étapes, ça va être le recrutement. Donc comment je suis très clair sur ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on attend, quelle est notre culture, et qu'est-ce que j'ajuste dans mon processus de recrutement pour à la fois tester les candidats sur leurs expériences professionnelles passées, pour voir dans quelle mesure ça fait écho à notre culture, mais aussi est-ce qu'ils ont bien compris
ce qu'on attendrait, est-ce qu'ils ont bien compris le challenge que ça pouvait représenter, leur faire passer une journée au bureau. Là, je suis en train de réfléchir, en regardant avec l'équipe, même à potentiellement leur proposer, parce que vous avez pas mal d'insiders qui ont toujours des contacts chez Alan, donc ils savent comment ça se passe, mais même potentiellement leur faire une espèce de répertoire ouvert pour qu'ils puissent appeler les personnes qui sont parties de chez nous, y compris en sachant un tel est parti parce que ça s'est mal passé en fait, mais avec qui on est resté suffisamment en contact pour que les personnes acceptent de prendre des calls. Et ça, je pense qu'en fait, il n'y a pas mieux comme révélateur de qu'est-ce que ça veut dire au quotidien. Ensuite, l'onboarding. Je suis désolé, je fais les phases, mais en réalité, il n'y a que de ça de vrai. L'onboarding, pour le coup, on insiste beaucoup sur la culture. Il y a presque une difficulté chez Alan, c'est qu'il y a tellement de choses écrites sur la culture que c'est trop d'un coup. Et donc, il faut aussi accepter qu'ils y reviennent, leur laisser le temps, que ça dure 4-6 mois, qu'il y a beaucoup de correspondance. C'est beaucoup plus facile de lire quelque chose sur la culture quand vous avez commencé à voir des actes arriver. Et donc, c'est en ça, ces petites gouttes de répétition hebdomadaire qu'on leur passe servent aussi à ça, à faire ces ponts et leur dire tous les 2-3 mois, tiens, pendant ta session de coaching, est-ce que tu veux qu'on creuse ensemble ce que veut dire Members First chez Alan et comment tu l'as appliqué toi. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis même, l'équipe People est assez investie là-dedans. Moi, je prends 2 heures avec chaque batch de nouveaux pour à la fois apprendre à les connaître, mais aussi leur expliquer d'où on vient. Comment on a construit la culture d'Alan, comment elle a bougé à travers le temps, comment les grands piliers sont restés, mais comment, en réalité, eux-mêmes, et c'est souvent ça que j'aime bien leur dire, c'est là, vous vous voyez comme des petits nouveaux. Dans 5 mois, vous serez regardés par les nouveaux comme des gens déjà un peu anciens, et dans 1 an, c'est vous qui coacherez, c'est vous qui serez les ambassadeurs de la culture, et si vous ne l'avez pas intégrée, en fait, elle va glisser. Et donc là, on arrive au 3e point ensuite, qui est répétition, des exemples de ce qu'on tolère, de ce qu'on ne tolère pas, d'être très clair sur les lignes rouges et en permanence le répéter. Et là-dessus, on va un petit peu plus loin, c'est y compris dans nos évaluations de performance, tous les 6 mois, chaque grille, à chaque niveau, il y a une dimension sur la technique, une dimension sur l'impact et une dimension sur culture et communication. Est-ce que sur les principes de base, est-ce que je les applique bien, complètement? Est-ce que je suis un ambassadeur? Est-ce que je suis même capable de les appliquer, d'expliquer à l'extérieur? Et si vous arrivez à vous appuyer sur ces réseaux un peu d'ambassadeurs de la culture et les faire grandir et investir sur le technique de façon à leur donner plus de place, en réalité, là, ça percole bien. On revient sur cette notion de cohérence finalement, qui va jusqu'à dans la revue de performance. Exact. Côté Dailymotion, comme vous êtes encore une fois dans ce contexte de transfo, comment ces modes de collaboration ils s'infusent, ils s'ancrent jusqu'à la revue de performance? Ça m'intéresse de creuser avec toi sur ce point spécifique. Alors, nous aussi, on a deux revues par an. Ce qui est évidemment, à notre sens, en termes de rythme, évidemment quelque chose d'important, parce que la transition, comme je l'ai dit, elle se fait de manière rationnelle et elle se fait de manière réfléchie. Je dirais que la façon dont ça s'illustre, c'est le fait que si, par définition, on est adepte d'un niveau de flexibilité, on prend aussi un risque d'avoir une flexibilité de notation et d'avoir des disparités assez importantes aussi dans les pratiques que les managers vont prendre. Donc ça, c'est entre guillemets le revers de la médaille, mais qu'on essaye à l'inverse aussi d'approcher différemment. Donc comment on fait ? Pareil, là, je ne dirais pas qu'on a réinventé la roue, mais pour nous, c'est indispensable dans ce contexte-là. Donc, quand je vous parle de cette flexibilité granulaire, il est indispensable pour nous, dans le cadre, je dirais, post-review, d'avoir un temps d'échange, des sessions de calibration qu'on a là aussi mis en place l'année dernière, pour être capable, d'une part, évidemment, de rechallenger, parfois, pas tout le temps, évidemment, des positionnements de nos collaborateurs en termes de performance, car on estime, d'une part, éventuellement, qu'il y a des disparités, et ça, au-delà de notre flexibilité granulaire, je pense que, globalement, dans toutes les entreprises, c'est un peu vieux comme le monde, on a tous eu le prof de maths qui était moins sympa que celui de l'autre classe, on a tous, évidemment, une sorte d'alignement à avoir dans l'évaluation de la performance de nos collaborateurs. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez standard. Ce qui est un petit peu moins standard, et ça, on commence à y réfléchir de façon beaucoup plus intensive, c'est que étant dans un contexte de transformation, on a quand même des équipes, là aussi, qui n'ont pas tout à fait la même exposition à cette transformation et donc à la conduite du changement. Et là, on a identifié un effet un peu spécifique, qui est que les équipes qui sont le plus à même d'être exposées à un contexte de transformation à travers l'évolution de leur mission, l'évolution des projets, l'évolution du contexte business, souvent vont être sous-notées. Et c'est un constat assez logique parce qu'on les met en difficulté.
Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire qu'il était peut-être important d'intégrer la notion de flexibilité, d'adaptabilité et aussi de pondérer par rapport à l'exposition à la transfo. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans un contexte d'entreprise en transformation, mais que votre équipe, en revanche, n'est pas exposée à la transformation, si vous êtes performant, vraisemblablement, sauf impondérable, vous allez rester performant. En revanche, si vous êtes exposé à un contexte mouvant où là aussi, vos compétences vont être mises à mal, on va vous demander aussi de faire évoluer vos compétences sans pour autant vous accompagner, c'est aussi toute la problématique. Là, on va avoir en effet des vraies problématiques identifiées. Donc on essaye, plus possible évidemment, de l'identifier et l'ajouter aussi dans nos critères d'évaluation, c'est-à-dire sur une échelle de temps à temps, est-ce qu'il y a vraiment un niveau de transformation plus important en fonction des métiers et des services afin de pouvoir réévaluer potentiellement le niveau de performance, parce que pas de raison qu'on soit sous-noté alors qu'on est quand même mis à mal. Voilà. Intéressant, merci beaucoup. La flexibilité intégrée jusqu'à la revue de perf. Et je me pose la question du coup, jusqu'où ça va tout ça, finalement dans vos entreprises respectives, surtout quand on parle de quelque chose qui est le développement de carrière, la gestion de la carrière. Comment ces modes de collaboration ils sont infusés jusqu'à, tu parlais de phase, donc si on va un peu jusqu'au bout, comment on arrive à projeter les collaborateurs à l'âne et comment on le fait avec votre culture si spécifique. Et puis après, je te passerai la parole, Ornella, évidemment. Alors, ça va être très dans la continuité, ça va être décevant, c'est dans la continuité de ce que j'ai dit précédemment. La transparence. Il y a une chose que j'aurais dû préciser sur le processus d'évaluation et j'ai presque envie de poser la question sur comment vous avez géré cet alignement-là, en fait. Et est-ce qu'il est fait publiquement ou pas? Une chose qui est importante pour nous dans l'évaluation de la performance, c'est toutes les théories de la justice organisationnelle sur le fait que non seulement il faut que la décision elle soit claire, mais quand elle soit partagée, on comprenne qui l'a pris et pourquoi. Et la transparence nous permet ça. Et donc, le cadre, il devient rassurant pour les collaborateurs de notre côté si on s'assure qu'il n'y a pas de fait du prince chez Alan. Si une promotion, si une évaluation, elle est multiple, donc on va chercher différents signaux, on va garder le document transparent, on va prendre les documents, même les commentaires qui vont y être faits pour assesser est-ce qu'effectivement, où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres équipes, tout ça, garder ça en transparence. Ce qui ne va pas d'ailleurs sans challenge, hein. À l'inverse, la transparence, ça nécessite d'avoir un petit peu plus de recul, parfois c'est stressant, et donc il faut aussi qu'on accompagne les gens, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont juste pas envie de savoir ce qu'on pense de quoi, globalement. Mais bon, chez nous c'est le deal, et donc ensuite on essaie de l'expliquer dès le début. Ça, ce sont des moments importants sur lesquels on va avoir des points sur la carrière, en disant ok, tu vois, tes forces elles sont là, comment est-ce qu'on double down dessus? Les choses sur lesquelles vraiment t'es pas bon, est-ce que on essaie de combler le gap, ou est-ce qu'en fait il y a trop de gap, et juste ça veut dire que t'es pas intéressé, et il faut qu'on t'en sorte de là. Et juste qu'on trouve un rôle sur lequel on va même arrêter de se battre pour chercher à combler un gap technique qu'on ne comblera jamais et que tu n'as aucune envie de combler toi non plus. Donc ça, c'est les phases un peu importantes. Et ensuite, pour le coup, on va s'appuyer énormément, et on a mis du temps à le voir chez Alan. Je pense que les 4 premières années, on pensait que, et moi le premier, c'est moi qui montais la fonction, qu'une bonne équipe people est une équipe qui recrutait bien. Et puis on s'en fichait, et c'est tout. Et en fait, à arriver ce moment, on a vu qu'on avait des gens qui faisaient depuis 3-4 ans dans leur rôle et qui avaient besoin de se projeter. Et pas seulement à se dire, je suis dans un rocket ship incroyable et on va transformer la santé et on va lever des millions. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est eux, moi à mon échelle, comment vous allez me confier des projets plus importants, où est-ce que je vais pouvoir grandir. Et on a mis du temps à ça et à se dire, il faut arrêter de prendre toujours des talents à l'extérieur. Comment on peut beaucoup parier sur la mobilité interne. Et aujourd'hui, je trouve que depuis 2020, on a vraiment pris le pli. Moi-même, je ne suis pas du tout un profil RH à la base, je suis plutôt financier. Un numéro 2 dans l'équipe et une ancienne sales. La numéro 1 workplace et une ancienne customer care. Et c'est des gens, en réalité, je reviens à ce que je disais sur les ambassadeurs de la culture, qui plus est quand vous avez une culture aussi clivante, dès lors que les gens ont appris à apprendre, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, en tout cas sont flexibles, et en plus de ça, ont la culture et sont des ambassadeurs, vous avez des gens qui peuvent aller dans pas n'importe quel rôle, mais quasi, en réalité. Et donc notre job maintenant, il est presque plus d'ouvrir les yeux aux différents community leads en leur disant mais t'es sûr, un tel en fait pourrait faire très bien ce job, pourquoi est-ce que tu embauches à l'extérieur, et faire monter plutôt via la mobilité interne. Hyper intéressant, merci beaucoup. Ornella, de ton côté, dans le développement de carrière, la gestion de carrière, c'est quoi la singularité Dailymotion?
Alors, je pense qu'on se ressemble là-dessus. On va finir finalement par retrouver évidemment des points communs qui peuvent tout à fait fonctionner en scale ou en contexte de transformation. Nous, en effet, et sans grande surprise, et pardonnez-moi si je vais me répéter, mais forcément, on va travailler sur le fait de transférer des compétences, sur le fait de pouvoir accompagner ce changement-là. Une nouvelle fois, notre objectif est de plus de parier sur l'historique qu'on porte en interne. Pour une société dans la tech, on a une ancienneté moyenne qui est assez importante et qui est liée évidemment à l'historique de Dailymotion. Et je pense qu'il faut parier là-dessus, que ça nous coûte beaucoup plus cher de recruter que de retenir et de former. C'est dans nos petits calculs internes, dans notre cuisine interne évidemment, mais et en plus on estime que c'est finalement ce qui va être un vrai pilier de la rétention, c'est cette capacité à dire mais finalement vous êtes dans une société qui a 17 ans, qui est passée par une dizaine de business models différents, qui va continuer encore à travailler sur de nouveaux business models, et donc dans la même entreprise vous avez la possibilité de vivre des expériences business différentes, et donc qu'on appuie fortement sur les sujets de mobilité à travers, et c'est là où je pense évidemment que ça sera une bonne transition aussi, mais vers le fait d'investir de façon majeure et assumée sur le fait de reconvertir les gens en interne. On s'en rend compte aujourd'hui, notamment dans la tech. Je pense que pareil, toutes les sociétés et principalement les sociétés dans la tech, on est tous dans la même difficulté pour recruter et retenir les profils tech. Nous, on parie sur la formation, sur le fait de les remettre à niveau et de les challenger à travers des nouveaux business models, et pas que. Une des singularités qu'on essaye évidemment de développer, c'est vraiment de parier sur des challenges internes sur est-ce que c'est pas le temps de repenser à autre chose. Tu parlais du fait je viens de la finance, je fais des RH, c'est une très bonne chose. Je pense que évidemment aujourd'hui, si on a du mal à recruter sur un métier spécifique, pourquoi pas essayer nous-mêmes de les former avec évidemment des organismes qui sont spécialisés dans la formation, et c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, on est parti d'un postulat où on n'arrivait pas à recruter des femmes dans notre service tech. Pas une très grosse surprise, je pense, ici. Et donc, on est en train d'essayer de lancer une sorte de challenge interne où on aimerait vraiment identifier une femme par an et justement lui proposer une reconversion pour travailler dans notre service tech. On lui paierait sa formation dans sa globalité. On assumerait que pendant 6 mois, elle soit à temps complet, pas là, c'est-à-dire en train de se former. Et en fait, on a fait nos petits calculs. Si on lui paye une formation dans des organismes de formation spécialisés sur une période comme je viens de vous la donner, on revient à peu près au temps de recrutement et au coût de recrutement. On retient une très bonne personne, talentueuse, qui connaît notre société, et en plus, on arrive à féminiser la tech. Voilà, donc ça c'est ce type de singularité qu'on essaye évidemment de mettre en place, et j'espère que ce parcours va être concluant l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Il y a 2 ans, du coup, ici, là, il y avait Mathieu Birache qui était assis, le DRH de Doctolib, et on avait cette discussion, et c'était marrant, pour rebondir, il disait, en fait, quand on parle de guerre des talents, in fine, on tape tous sur le même pool de talents potentiellement, donc c'est un jeu à somme nulle. Et donc le parti qui prenait côté Docto, c'est comme vous finalement de miser sur la formation des collaborateurs et du coup des parcours de gestion de carrière, et vous rejoignez là-dessus, c'est pour ça qu'on a choisi cette dernière question aussi, de sortir un peu des sentiers battus et du parcours tout tracé de je rentre en finance et je vais terminer CFO, mais de pouvoir avoir des parcours un peu plus originaux et du coup de miser aussi sur le développement du collaborateur à travers une meilleure connaissance de lui-même, etc., dont on parlera aussi dans la conférence numéro 3. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. J'espère que ça vous a intéressé. Merci Paul, merci Ornella. On va passer à une phase. Reste avec nous Ornella. c'est pas fini, c'est le moment où tu passes. C'est le moment un peu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, et évidemment pour tous ceux et toutes celles qui sont en ligne avec nous. C'est le moment. Est-ce que vous voulez creuser un point en particulier? Oui, super. Je vais ouvrir le bal des questions, de rien. Moi, j'avais une question pour Ornella sur Dailymotion. On a parlé beaucoup de la culture d'entreprise de Dailymotion. Vous appartenez au groupe Canal+. Est-ce que de la même manière, il y a des réflexions communes entre le groupe? Est-ce que tout ce que tu nous as évoqué, c'est un socle commun à travers le groupe? Est-ce qu'on doit créer un groupe
avec une culture commune quand on a autant de branches. Voilà, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Merci. Alors, à date, on appartient encore au groupe Vivendi. On a des synergies en effet très spécifiques avec Canal+, parce que notre CEO est le CEO de Canal+, Maxime Saada. On a une indépendance assez importante, voire pratiquement totale, dans la culture, parce qu'on n'a pas la même ADN. On a énormément de cercles vertueux à créer dans une sphère média, mais en revanche, sur notre ADN, il est important qu'on garde notre indépendance, comme Canal d'ailleurs, de garder son indépendance et son ADN par rapport au groupe Vivendi, puisque c'est des assets derrière qui sont particulièrement importants, justement pour la rétention de nos talents. Donc non, pas trop de entre guillemets de synergie d'un point de vue culturel, d'un point de vue métier, oui. On peut toujours développer des synergies. En revanche, je crois, et c'est ma conviction, qu'il faut garder notre ADN à date. Top, merci beaucoup. Pour les prochaines questions, n'hésitez pas à vous présenter aussi, ça permet de savoir un peu qui pose la question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, il y a des questions en ligne. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, une question de la part de Clémentine Courbin. Vous disiez, Ornella, que cette approche de laboratoire et test and learn se fait bien parce que vous êtes en contexte de transformation et donc de temps long. Est-ce que cela ne fonctionnerait pas dans un système contexte de scale-up? Pourtant, ce sont des enjeux également cruciaux dans des startups ou structures en pleine construction. Comment faire? Alors, venant d'un contexte justement de scale, je pense qu'en effet, le labo est de toute façon quelque chose qui peut fonctionner dans des univers différents et qu'on a expérimenté aussi. Je dirais que le post-mortem doit se faire peut-être plus rapidement, dans un objectif évidemment de réaction et de réactivité. Mais je ne pense pas que ça soit incompatible. Je pense que c'est compatible. En revanche, il est vrai que nous avons aussi peut-être un petit peu plus de recul du fait de l'historique pour pouvoir aussi mieux digérer ce qu'on fait au quotidien dans cet effet de labo. Paul, tu veux réagir plutôt sur le contexte scale du coup? Non, je suis curieux de savoir si vous avez déjà eu des phases même de rebalancier où tu es allé un peu loin et tu es revenu sur des pratiques qui étaient faites il y a 10 ans, mais j'imagine que oui. Non, mais évidemment que nous, en tout cas, on a beaucoup, la culture, elle est vivante. Et le test and learn, il est vraiment permanent. Et d'ailleurs, pour le coup, il est pas que top-down, hein, vraiment pas. Je veux dire que les principes de leadership chez Alan, ils sont challengés par les collaborateurs en lui disant ça, en fait, dans le sens actuel, même on en a deux qui conflictent un peu. Est-ce qu'on peut clarifier comment on fait évoluer les méthodes de travail? Enfin, et heureusement que c'est une matière vivante. Je pense que si c'est une matière qui était complètement figée, en fait, on serait dépassé rapidement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, super. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane, je suis DRH chez Atomic Digital Design. J'ai une question pour Ornella et Paul concernant le travail hybride. En termes de process et d'assurance, comment vous faites derrière pour gérer le travail hybride? Moi, ça m'intéresse. Alors, sur le process, on a, pareil, toujours un socle contractuel assez flexible, pour le coup, sinon ça ne fonctionnerait pas par définition, qui permet justement d'avoir, à date, 4 contrats différents, 4 typologies de contrats différents qui nous permettent justement d'ajuster. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthodologie, je dis juste que légalement, c'est celle qui convient. Derrière, sur la façon dont on le suit, on a un logiciel de booking de nos bureaux et on a aussi évidemment une excellente People Experience Manager qui s'assure que les temps de passage au bureau sont régulés par équipe. Donc on est obligé de collecter la donnée. C'est sûr que quand vous avez un modèle qui est le même pour tous, c'est facile. Vous savez quel jour ils viennent, combien de fois ils viennent. Nous, on est obligé de tout collecter, de tout consolider et de s'assurer qu'on a assez de positions libres, c'est-à-dire de bureaux sur les jours comptés, et aussi de challenger certains managers quand eux, ils veulent tous venir le jeudi. Évidemment, c'est le jour où il y a un petit apéro. Voilà. Et alors, pour l'assurance, j'ai déjà été en effet confrontée à ces problématiques-là et j'avais notamment abordé le sujet
avec une personne qui avait lancé, pareil, une plateforme gérée. Et j'ai cru comprendre qu'il commençait à y avoir des assurances spécialisées, et je me pose la question d'ailleurs, des assurances spécialisées justement pour les modes hybrides et pour les personnes travaillant en full télétravail. Je suis en train d'essayer de l'expérimenter et de voir si éventuellement c'est adaptable, mais je ne suis pas encore un collab là-dessus. Peut-être que Alan est meilleur que moi. On va faire venir quelqu'un de la Maïf. Je n'ose pas en vrai répondre à cette question. Non, il a la réalité. Ornella a tout dit. Nous, on a effectivement l'accord cadre. Les règles sur... Effectivement, on a les bureaux. On a pas mal de bureaux en province où on essaie justement aussi de gérer, faire venir les personnes chez eux. Mais en revanche, si j'ai des collaborateurs qui me disent d'un coup, en fait, je vais travailler jeudi, vendredi, Normandie, je ne dis pas non. C'est ça la réalité. Et pour le coup, je pense qu'on assume une part de notre risque. En revanche, on est très, très pénible sur les déplacements internationaux. Pour le coup. On a juste une dernière question du chat, parce qu'il y a beaucoup de questions en ligne. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'y répondre dans la totalité, parce que sinon on va dépasser. Mais on a une question de Sandrine Bossard, qui disait « Bonjour, quels sont les inconvénients de la responsabilité partagée ? Paul, vois-tu des problématiques de prise de décision et d'exécution là-dessus ?» Pareil, vous avez 4 heures. Non, parce que ça, je me la pose tous les jours, cette question. Donc, non, le problème, c'est le nombre. C'est qu'en fait... quand vous décidez, c'est ce que je décris souvent comme le syndrome du PDG du CAC 40 qui n'a pas envie de prendre sa décision et qui appelle McKinsey. C'est la même chose. Je dois prendre ma décision, oh là là, en fait c'est tellement pratique maintenant qu'on est 500, je vais demander, tiens je vais boucler Légal, parce que comme ça on ne sait jamais, j'ai appelé Légal, même s'ils ne répondent pas au moins ils étaient dans la boucle, je vais appeler Risque, c'est pratique, on est de l'assurance, ça se rajoute, DPO, et en fait c'est ce que j'aime m'appeler en interne quand on passe de la responsabilité distribuée à la responsabilité diluée. Chez nous, c'est très clair qui doit prendre la décision, c'est dit avant chaque projet. Si ça n'a pas été dit, c'est qu'on a raté quelque chose dans le process. En revanche, comment vous vous retrouvez à toujours aiguillonner les collaborateurs pour leur dire « mais attendez, vous êtes 3 dans votre discussion, ça suffit, les autres seront informés, et vous irez d'autant plus vite. Et en plus, puisque tout est à l'écrit, puisque tout est tracé chez nous, on a fait la preuve des dizaines de fois qu'en réalité, même si la décision était prise, mais qu'elle était mauvaise, on rattrapait le truc au bout de 2 semaines et on corrigeait la décision. La seule chose que j'aime bien pousser pour donner un peu réduire la pression sur les épaules des collaborateurs et donc leur donner envie de décider vite, c'est d'essayer de donner un peu de framework en leur disant, pour le coup, n'hésitez pas à m'appeler, à appeler des gens plus capés, si la décision est irréversible, si c'est la première fois qu'on gère un sujet comme ça, ou si ça concerne l'ensemble du groupe ou du produit. Voilà. Et en gros, rien qu'avec ces 3-là, ils ont un cadre où ils savent que si c'est ni l'un ni l'autre, en fait, la décision elle est réversible, ça va, il n'y aura pas mort d'homme, et on va pouvoir ajuster. À eux, par contre, de bien communiquer sur le fait que la décision a été prise. Comme ça, on peut avoir un œil et se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ouais, essentiellement, pour moi, c'est ça. C'est cette espèce de crainte individuelle de j'ai peur de décider, donc je vais appeler des dizaines de personnes, on crée du bruit, on crée du défocus, alors que ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Paul. D'autres questions en ligne ? Non ? Une dernière ? Allez, c'est parti. On a beaucoup de questions. Apparemment, ça a beaucoup intéressé les gens en ligne. On a une question de Julie, qui est DRH d'Elax Énergie, et qui nous dit « La flexibilité faisant partie de la culture de Dailymotion et d'Alan, comment l'encadrer pour garantir une vraie équité et ne pas endommager la cohésion et rester attractif ?» Ce sera la dernière question qu'on prendra. Mais... Alors, je vais être un peu controversial sur la... Alors, ouais, je suis pas du tout un maniaque de l'équité en fait. C'est-à-dire que si vous passez votre temps, à réfléchir en disant est-ce que c'est juste, etc., vous prenez plus aucune décision en fait. Parce que la seule chose que les gens demandent, c'est de la clarté. Pourquoi j'ai pris cette décision-là ? Et même si, bah oui, non, il n'y a pas de ticket resto chez Alan, et puis dans tel coworking, on a pu mettre en place une solution où il y a de la cantine, dans l'autre il n'y en a pas. Oui, mais c'est pas juste. Oui, mais c'est comme ça. Et en fait, je pense que et c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Je pense qu'avant, j'essayais beaucoup de concilier la chèvre et le chou. Et la demande numéro 1, elle est surtout de la clarté. Et ensuite, les gens adaptent dedans, prennent leurs décisions, ils ont la possibilité de décider. Ça, c'est sur la partie équité. Sur la partie, en revanche, très très bonne question sur la flexibilité et le fait de connecter. Là, pour le coup, c'est à nous de donner les opportunités. Donc, à la fois de déclencher des moments où les gens vont se rencontrer ensemble, de dire aux différentes leads, aux différentes équipes, générer du temps ensemble pour que les gens apprennent à se connaître. Leur donner aussi des astuces sur, quand on collabore, vous deviez vivre ça chez nous, mais... quand on collabore à l'écrit, la règle de base, c'est si quand vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous ne savez pas que c'est la personne avec qui vous échangez, prenez 20 minutes, un café à distance pour apprendre à connaître la personne, par exemple. Mais il y a des astuces un peu à donner. Et puis ensuite,
moi, mon sujet, plus, mais là c'est vraiment la casquette people qui parle, elle est plutôt de comment on se retrouve avec des gens qui ne sont pas en perdition. Donc quels signaux, quels capteurs je mets dans la boîte pour remonter assez vite des gens qui sont un peu éloignés, qui peuvent être isolés. D'autant qu'on l'a vu, et ça je serais assez curieux de voir si vous avez ça aussi, quand vous construisez une boîte dans laquelle vous autorisez énormément de flexibilité, il nous est arrivé quelque chose qui est assez intéressant, sur lequel on a pas mal travaillé maintenant, qui est des gens qui vous rejoignent pour la mauvaise raison. Les gens nous rejoignaient chez Alan parce qu'on avait de l'ambition, parce qu'on avait cette culture, cette mode de travail. Puis vous avez des gens qui sont à Biarritz qui disent donc un travail qui est finalement où j'ai le droit de bosser depuis Biarritz, mais je serais payé au salaire parisien, ça a l'air pas mal. Clairement, la culture n'est pas faite pour moi, mais bon, je vais essayer. Et on le voit dans les raisons de départ. Quand je compare les performances des gens qui sont à distance ou au bureau, j'ai aucune différence. Je n'ai pas de différence d'engagement. Donc les gens ont les outils, ils savent faire. En revanche, j'ai des différences majeures de pourquoi je m'en vais de chez Alan. Et les gens qui sont en remote, souvent c'est parce que la culture ne leur va pas. Et moi je suis convaincu qu'on n'a peut-être pas vendu assez, mais je suis convaincu qu'ils ont eu les signaux au procès d'entretien, mais qu'ils ont quand même pris parce qu'ils ont survalorisé le fait de pouvoir bosser à distance. C'est vrai que je ne peux que rejoindre Paul sur les sujets d'équité. Je pense qu'il faut assumer ses partis pris. En effet, quand on parle de flexibilité, c'est le piège, c'est que vous allez créer des disparités. Vous allez créer des disparités et chez nous, en effet, c'est assumé parce qu'on estime qu'elles sont bénéfiques pour les équipes et en fonction des expertises et des métiers dans lesquels ils se développent. Et c'est vrai que c'est la première opposition naturelle qu'on peut avoir. C'est pas juste, il va y avoir 4 jours de télétravail. Oui, il va y avoir 4 jours de télétravail, mais parce que leur métier, par définition, n'est pas le même que le tien. On a le même goal, ça c'est clair. Il faut qu'on ait cette culture et qu'on la partage à travers justement nos modes de collaboration. Il faut être aligné sur le fait que oui, il y aura des différences sur l'organisation chez nous entre départements, mais qu'en revanche, on aura un objectif commun et que le fait de pouvoir travailler cette disparité va être quelque chose identifié comme une exception positive. J'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on ne pourra jamais vendre de dire « Ah, mais nous, on veut vraiment tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça ne va pas être notre accroche dans le process de recrutement, ça c'est certain. » Mais en revanche, on estime que le fait de mettre à niveau, c'est une part d'équité aussi, d'une certaine manière. Donc, on n'a pas tous les mêmes journées, on n'a pas tous les mêmes contraintes. Si on est sales ou si on est tech, on n'a pas les mêmes contraintes de déplacement, de temps de focus ou autre. Donc, on assume en effet de pas aller dans ce sens-là. Voilà. Génial, merci beaucoup. Je propose de les applaudir une dernière fois. Merci.